Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Et peut-être même pas assez parce que j'en ai fait un deuxième en 2016 qui, lui, a vraiment, pour le coup, tout remis en question. Et je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes contenus. J'y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète, gratuite, de plus d'1h20 qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore, parce que ça ne s'arrête jamais, pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode, dans mes bureaux. Oui, dans les nouveaux bureaux, nouveaux studios. Premier vrai épisode d'une vie de liberté. Dans ce nouveau studio, il faut que je trouve mes marques. Ce matin, j'ai mis au moins 1 heure pour faire mon setup, pour que les lumières soient à peu près correctes. J'espère que tout ira bien. Ça change un peu de d'habitude, mais voilà, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Et on va pas déroger aux bonnes habitudes. Je vais commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Vous n'étiez pas très nombreux. Je ne sais pas si le podcast vous a peu inspiré, mais en tout cas, il y a eu des messages de qualité. Mais un grand merci à Alpha, Victor, Clément, Guillaume, Nori, Christophe et Fred. Nous sommes 4172 sur YouTube. Ça monte petit à petit. Cette semaine, j'ai enregistré 2 podcasts avec Nico Popovic, un pour ma chaîne et un pour la sienne. Ça me fait très plaisir et on a beaucoup parlé de ça parce que Nico a explosé sur YouTube et il m'a dit « Tu vas galérer jusqu'à 10 000 abonnés et après tu verras, ça pète. » Bon, on verra. En tout cas, ce qui est important, c'est la communauté et vous êtes là, donc tout va bien. On arrive à 432 notes sur Apple Podcast, une note 5 étoiles de plus et un grand merci à toi Nico pour ton très gentil commentaire 5 étoiles. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram où nous sommes 9606. Là aussi, c'est pareil. Hein. Nico, il a explosé sur Instagram. Alors, il a passé beaucoup de temps à faire des réels. C'est pas mon truc. Je suis navré. Moi, j'aime bien faire des longs podcasts. Donc, les réels, ça sera compliqué. Mais voilà, j'aimerais quand même bien qu'on arrive à passer ces 10 000 abonnés, ce fameux 10K sur Instagram. Donc, si vous avez envie de me parler, c'est sur ce seul et unique compte si vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 minutes, faites-le, ça m'aidera beaucoup et ça m'aidera à passer les 10K. Et c'est le petit compte avec la pastille bleue parce que j'en avais ras-le-bol de me faire pirater. Et avec cette pastille bleue, je suis plutôt tranquille. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. J'y partage du contenu quasiment tous les jours, beaucoup de stories, beaucoup d'actu. De temps en temps, je fais des petits lives. J'ai refait un live la semaine dernière qui vous a énormément plu aussi. Et moi, j'ai vraiment kiffé faire ce live. J'ai passé trop un bon moment, donc je pense qu'on refera des lives. Et encore un grand merci à vous tous qui prenez le temps de commenter, de partager sur les réseaux. Là, en ce moment, c'est la folie. On arrive à la fin de l'année, donc sur Spotify, les gens partagent leurs podcasteurs préférés. Et j'ai plein de gens qui m'écrivent et ça me touche trop, ça me fait trop plaisir parce qu'il y a des gens qui ont écouté Une vie de liberté, pratiquement 5000 heures cette année quand même. Donc merci à vous tous de votre fidélité, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Je vous propose qu'on passe à la rubrique news. Donc la rubrique news, je voulais un peu spoiler au départ, mais ça y est, je suis dans mes bureaux, hein, je suis dans mon superbe décor de podcast et on l'a travaillé celui-ci. Alors, au moment où j'enregistre, j'ai l'impression que ça résonne encore un peu, donc on verra, je pense qu'il y a encore quelques meubles à mettre. Mais sinon, quel bonheur d'avoir son endroit pour enregistrer. Voilà, son endroit à soi où le décor ne bouge pas, c'est vraiment très très cool. Et puis au-delà du décor et de la partie podcasting, parce que mine de rien avec les podcasts avec Nico, ça fait le 4e contenu que je tourne
dans les bureaux, même 5e avec notre nouvelle formation Imo Pépite dont je vous parlais tout à l'heure. Mais quel bonheur aussi de se retrouver avec Ben, parce que Ben a le bureau juste à côté. Alors pour le premier épisode d'Une vie de liberté, il a eu la gentillesse de me laisser les bureaux en entier pour être sûr que ça se passe bien. Mais on est le bureau à côté, enfin on partage même le même bureau. Là, je suis vraiment dans la partie studio. Mais quel bonheur de pouvoir se retrouver tous les jours ensemble, ou plusieurs fois par semaine, en tout cas d'avoir un lieu dédié. Après plusieurs années à la maison, et j'ai trop kiffé bosser de la maison. Mais là, c'est cool, ça donne un peu plus de cadre et j'apprécie en tout cas, j'apprécie vraiment les bureaux. Je vous parlais d'Imo Pépite. Imo Pépite, c'est notre nouvelle formation qu'on a sortie. Elle est sous-titrée Investir en 2024. C'est une formation dans laquelle on vous délivre, selon nous en tout cas, nos techniques pour continuer à investir en 2024 sans s'endetter non plus avec des taux pas possibles pour des trop gros montants et comment tirer le cash flow le plus gros avec l'emprunt le plus petit possible. Ça consiste à mélanger des techniques de marchand de biens avec des techniques de patrimoine à long terme, donc acheter des lots d'appartements ou acheter carrément des immeubles, identifier la pépite, quel est le bien qui fait la renta dans cet ensemble immobilier. Ça peut être un appartement en duplex, ça peut être un local commercial au rez-de-chaussée, et vendre tout le reste. Donc on vous explique tout dans cette formation. Elle est sortie pendant le Black Friday, elle était à moins 20%, et elle a eu beaucoup de succès, donc je vous remercie énormément pour tout ça. Elle était à moins 20, bon aujourd'hui elle est au prix normal, mais on l'a gardée à 149 €, un peu dans la veine de la formation ETF ou de Finance Perso Expert pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre et que vous puissiez mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la bio et je vous garantis que vous en serez très content. On vous présente 2 opérations réelles, 2 cas concrets qu'on a eu et qu'on a en ce moment, puisque on fait ce qu'on dit chez AB Invest et chez Une vie de liberté. Donc 2 cas concrets, vraiment décortiqués pour vous en détail. Je voulais, en deuxième news, vous remercier pour les ventes du Black Friday. C'est un truc de fou cette année aussi. L'année dernière, on avait joué le jeu du Black Friday. Cette année, il y avait tellement de promotions, d'annonces de partout. Même moi, j'ai été bombardé dans ma boîte mail. Tous les inscrits de la liste email, j'évite de vous bombarder toute l'année. Je vous envoie même plus de notifications pour vous annoncer que le podcast est sorti. Et je devrais peut-être le faire d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si ça vous dérangeait cette notif chaque semaine pour vous dire qu'un nouveau contenu était sorti. Mais moi-même, j'en reçois tellement que ça me gonfle un peu parfois. Et là, pour le Black Friday, j'ai envoyé 4 mails parce que c'était important que je prévienne quand même. Et ça a bien marché parce que voilà, vous nous avez fait faire de belles ventes. En tout cas, vous avez beaucoup... Vous avez répondu présent à l'appel et ça nous touche beaucoup. Et voilà, c'est trop cool. En tout cas, j'espère que les formations vous plairont. J'en suis absolument convaincu. Il y avait toutes les formations avec Fab aussi qui étaient soldées pour le Black Friday où on a fait 20%. Et là aussi, ça a cartonné. Toutes les formations Nouveau Départ. Donc un grand merci à vous. Maintenant, le truc, c'est faites-les, s'il vous plaît. C'est le plus beau cadeau. Les avoir pris, c'est chouette, mais les faire, c'est essentiel. Voilà, faites-les sérieusement. Donnez-nous des retours, dites-nous si ça vous a plu, si vous avez mis en pratique, si ça vous a aidé. C'est ça notre plus beau cadeau. Et justement, en parlant de Nouveau Départ, on sort une nouvelle formation aussi avec Fab. On est très actifs sur Nouveau Départ, parce qu'on a vraiment à cœur d'aider. La formation, elle sort mercredi, en même temps que le prochain épisode de Nouveau Départ sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast. Et c'est une formation qui s'appelle « Activer la loi de l'attraction ». Et là, on repart sur les travaux de Napoléon Hill, sur le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et on remet toute la formule dans l'ordre, en fait, la formule pour activer la loi de l'attraction. C'est des choses que moi, je fais depuis 2016 et que Fab faisait aussi. Et en parlant, on s'est dit, mais voilà, j'avais fait un podcast à l'époque là-dessus, mais ça restait très succinct. Là, on a fait une formation vraiment complète sur comment la mettre en œuvre, comment utiliser aussi le contenu des autres formations de Vivre enfin libre et le fait de tes rêves une réalité pour formuler son objectif de la meilleure façon, pour le mettre dans cette formation pour la loi de l'attraction. Et voilà, je trouve que c'est cool parce que elle tombe au mois de décembre et activer la loi de l'attraction, c'est un peu faire sa lettre à l'univers quelque part et pour voir arriver ce qu'on veut voir arriver dans sa vie. Et voilà, pour nous, ça a été très efficace. C'est encore une des façons
que j'utilise aujourd'hui pour atteindre mes objectifs. Ça permet de se les répéter, de s'en faire des mantras. Donc on est très très content de cette nouvelle formation. Ça sort mercredi. Restez à l'affût, on vous en parle dans Nouveau Départ, on vous raconte tout en détail. Donc n'hésitez pas. Au moment où j'enregistre ce podcast, il s'est passé quelques jours aussi depuis notre soirée de fin d'année des Gentlemen Investisseurs. Ça a eu lieu au cabaret Le Lion Rouge. Nous étions en tout 167. C'était complètement fou. Une très très belle soirée, un spectacle de grande qualité, un repas super bon. Et surtout, 167 investisseurs. J'avais même mes enfants cette année. L'année dernière, j'avais emmené mes parents. Cette année, j'avais emmené mes enfants pour qu'ils voient aussi un petit peu ce qu'on a construit, qu'ils se rendent compte de tout ça avec les GI, parce qu'ils me voient enregistrer des podcasts dans le bureau, ils me voient faire des stories Instagram, mais ils se rendent parfois pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'était trop cool de les emmener. Elles ont vraiment beaucoup apprécié la soirée. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi tous vous revoir. Encore une fois, ça passe beaucoup trop vite. Il y a plein de gens à qui je voulais parler. On a juste eu le temps de se faire une bise. Mais c'est aussi le jeu de ces soirées-là où ça passe extrêmement vite. Mais en tout cas, on en a beaucoup profité. Merci encore à tous ceux qui nous ont fait confiance. Et pour l'année prochaine, j'ai envie qu'on innove. J'ai envie qu'on trouve encore autre chose, qu'on ne retourne pas au cabaret. Donc, on planche avec Yann. On planche, on a des idées et je pense qu'on pourrait aussi faire quelque chose de très, très sympa. Donc, stay tuned pour le repas de l'année prochaine. Ce sera peut-être pas un repas de fin d'année, ce sera peut-être un repas d'été. On verra. La parenthèse indépendance, épisode 5 du 17 au 19 janvier, il reste des places si vous avez envie. Au moment où vous allez écouter ce podcast, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Si vous hésitez, n'hésitez pas trop longtemps parce que pour l'instant, on prévoit 16 places à chaque fois. Je n'ai que 8 participants. Et la prochaine est au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça sera très long après. La prochaine, je pense qu'elle sera full. Là, il y en avait 2 qui étaient très rapprochés. Donc, je pense que dans tous les cas, on ne sera pas complet. On n'arrivera pas à 16 personnes. Si vous êtes moins, vous pourrez profiter encore plus de nous. Donc, si vous hésitiez, je pense que c'est le moment de s'inscrire parce que si on est 10 ou 12, forcément, on aura plus de temps qu'à 16 personnes. Donc, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. N'hésitez pas, la parenthèse indépendance, c'est notre coaching sur 3 jours où on part ensemble à la montagne chez mamie. On se met vraiment entre parenthèses, de côté, quelques jours. Nous, on coupe les téléphones pour être à 100% avec vous et on planche sur le mindset, mais surtout sur votre situation patrimoniale. Et donc, ce sera en tout cas avec un grand, grand plaisir. Mastermind LCD, le 15 et 16 février, il reste seulement 2 places. Donc, n'hésitez pas si ça vous dit. C'est le mastermind qu'on fait. C'est un mastermind caritatif autour de la location courte durée. L'intégralité des bénéfices est reversée pour la carrière de notre Bourama. Bourama, c'est notre pote qui est athlète de MMA professionnel, qui est dans les 15 meilleurs français peut-être, en tout cas dans sa catégorie, qui est exceptionnel. Et voilà, on a à cœur de l'aider et de lui permettre de se consacrer 1 an entier à sa passion. On a créé ce mastermind. Vous avez déjà été 18 à prendre vos places. Encore une fois, un grand merci. Et voilà, 15 et 16 février, il reste 2 mois. J'aimerais vraiment qu'on soit full. Donc n'hésitez pas, il reste seulement 2 places pour venir nous rencontrer Yann, rencontrer Jérémy, Xavier, que des investisseurs qui cartonnent en LCD. Moi, je vais vous parler de ma LCD à thème, de mon Airbnb Escape Game, donc ça va être passionnant. On parlait de Bourama, le MMA à Alès, c'est complet cette année. Voilà, ça aura lieu du 25 février au 2 mars. Vous avez tout fait péter, c'est complet. Ça va être un mastermind de fou. Il y aura plein de chouettes investisseurs, plein de beaux mondes. Ça va être génial, tout simplement. On a trop hâte. Cette année, on va à Alès et non, on ne retourne pas au Maroc parce que notre ami du Maroc a décidé de nous prendre pour des Américains. Et voilà, il a oublié qu'on était auvergnats à l'origine. Donc, on est retourné chez Mélanie à Alès, au haut du Marquet. C'est le magnifique domaine, j'ai envie de dire. C'est une maison, mais c'est presque un petit château qui nous accueille quand on fait Race and Business, notre mastermind autour de la course automobile. Et aujourd'hui, on va avoir un super podcast qui va un peu parler d'automobile. Mais ça se passe à chaque fois hyper bien chez Mélanie. On est ravis d'y retourner. Et on a une vraie salle de MMA qui va nous accueillir avec une cage de MMA. Donc, je pense que ça va être vraiment le feu cette année. On a trop hâte. Et voilà, fallait se réveiller avant, hein. Je suis désolé les amis. J'ai encore 2 choses à vous dire. On a eu notre première session de coaching intensif, nouveau départ avec Fab. Et c'était juste fantastique. Donc je fais un gros bisou à tous les participants qui étaient présents
pour ce coaching intensif. Pour moi-même et pour Fab, c'était juste fou. J'ai eu une vraie révélation. Alors, je ne sais pas si c'est une révélation, parce que quand on anime un podcast de développement personnel depuis maintenant 4 ans, est-ce que on peut dire que c'est une révélation de dire qu'on s'est éclaté à faire ça et aider les gens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était ma première vraie formation de dev perso. Je pense que j'étais heureux d'être avec Fab parce qu'il est hyper calé en PNL. Il m'a formé, mais voilà, l'élève n'a pas encore dépassé le maître. Et j'étais très content d'être avec lui parce que je pense qu'on a fait une super équipe. Et clairement, vu les retours qu'on a depuis ce mastermind, c'est ouf, quoi. Ça change vraiment des vies et j'en suis extrêmement heureux de cette aventure Nouveau Départ, de ce qu'on fait aussi en live avec Nouveau Départ, de ce qu'on fait sur les formations. Donc voilà, la prochaine formation, elle est le 1er et 2 février, si je ne dis pas de bêtises. Donc si ça vous dit, franchement, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Oui, c'est bien ça, je vérifie en même temps. Elle est le 1er et 2 février. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. Donc franchement, n'hésitez pas à nous rejoindre. On en sera vraiment ravis. Et voilà, on limite vraiment le nombre de places suivant les cas, entre 8 et 12 participants pour qu'on ait vraiment le temps de faire quelque chose de bien. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de faire du marchand de biens, j'en finis avec les news avec ça. Mastermind Esprit Foncier, ça aura lieu les 4 et 5 avril 2024. On va parler de division foncière, on va parler de marchand de biens, on va parler des stratégies pour 2024. Il reste encore la moitié des places. Si ça vous dit de venir passer 2 jours avec Ben et moi à côté de chez nous, qu'on vous montre toutes nos opérations immobilières, écoutez, n'hésitez pas, on sera là. Et j'en ai terminé avec les news, mais j'ai de plus en plus de trucs à vous dire, mais parce qu'on fait beaucoup de trucs aussi. Et voilà, on profite énormément de tout ce que vous nous permettez de faire, tous ces beaux voyages qu'on peut organiser, tous ces beaux événements. Franchement, c'est vraiment trop bien et ça fait vraiment très plaisir. Et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Pourquoi les vampires sont les meilleurs investisseurs? Un podcast complètement what the fuck. J'ai pas longtemps hésité avant de le faire, en fait, c'est pas vrai si je dis ça, parce que je vais au gré de mes envies et je me dis, on verra bien comment c'est reçu. Et franchement, ça vous a plu. Donc il y en a plein qui m'ont dit, waouh, quand tu as commencé sur le sujet, je me suis dit, mais où tu vas? Et finalement, c'est un podcast qui vous a bien plu. Alors, vous n'avez pas été très nombreux à commenter sur YouTube, mais sur YouTube, je dis rien parce que c'est vraiment la loterie. Ces derniers temps, j'avais des vidéos qui peinaient à dépasser les 800 vues. Et là, les derniers vlogs font 1500, 2000 vues. On est reparti comme à la grande époque. Donc voilà. Et parfois, et sur les plateformes de podcast, ça a bien fait ses écoutes. Donc voilà. Mais bon, vous avez moins l'habitude de commenter sur les plateformes de podcast. C'est plus difficile. On peut commenter, je crois, sur Spotify. Mais même pour moi, l'appli n'est pas ergonomique pour aller voir. Donc, je me contente de YouTube et des messages Instagram que je reçois. Mais voilà, j'ai sélectionné 4 messages qui étaient intéressants, qu'on va lire ensemble. On a un premier message de Fred. Fred qui me dit « Pour les vampires, je suis surpris que tu n'aies pas cité la meilleure série, moins soap que Diaries, j'ai nommé True Blood. » Alors, Fred, j'ai des ados, moi, à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Et si je veux pouvoir passer un moment avec elles, parce que le but, c'est encore une fois de passer un moment ensemble, elles ont choisi, Vampire Diaries. Je t'avoue que ça m'arrange parce que parfois, quand je rate 1 ou 2 épisodes, tu sais, j'ai l'impression d'avoir rien raté du tout. Et au final, ça revient toujours au même. Mais c'est vrai que Vampire Diaries, c'est extrêmement, extrêmement soap. Après, voilà, c'est sympa à regarder avec des ados, c'est rigolo. Et True Blood, je t'ai dit que je l'avais jamais regardé. C'est une série que je connais pas et tu m'as conseillé de ne pas la commencer. Et ça, c'est un vrai sujet, les séries. On pourrait même en parler un jour. J'ai adoré certaines séries. J'ai adoré Dexter, que j'ai regardé en entier. J'ai adoré Breaking Bad, bien sûr, que j'ai regardé en entier. J'ai adoré Game of Thrones, que j'ai regardé en entier. Et aujourd'hui, pour être honnête, je regarde plus de séries. Je me demande si c'est que je m'interdis de regarder des séries ou que je veux pas les commencer parce qu'en fait, j'ai plus le temps pour ça. Là, Vampire Diaries, je t'avoue, je regarde un épisode sur 2 quand mes filles regardent. Ça nous permet de passer un moment ensemble. Mais j'évite de me mettre dans les séries parce que c'est un vrai bouffe-temps. Et c'est malheureux parce que il y a plein de séries qui sont des chefs-d'œuvre, mais je t'avoue que je préfère aujourd'hui regarder un bon film parce que je sais que j'en ai pour 1h30, 2 heures et après je passe à autre chose. Une série,
surtout quand tu commences à les binge-watcher, à regarder beaucoup, j'ai l'impression de manger ma vie parfois devant. Donc j'essaye d'y faire attention, où je veux que la série elle soit vraiment exceptionnelle, qu'on me l'ait recommandée et de pas être déçu. Mais tu vois, je vais faire bondir peut-être certains d'entre vous, mais genre Peaky Blinders, j'ai commencé, j'ai vraiment fait l'effort, j'ai regardé la moitié de la première saison. C'est bien, franchement c'est bien, mais j'ai pas trouvé ça assez exceptionnel pour que j'y consacre des heures et des heures de ma vie, en fait. Je préfère faire autre chose. Mais c'est un vrai sujet, les séries. Franchement, je serais ravi d'avoir votre retour en commentaire là-dessus. Un message de Clément, mon petit Clément, qui me dit « Salut tonton, excellent podcast sur le thème des vampires. Je te rejoins sur le fait d'être discret dans les investissements avec les gens qui ne sont pas dans ce système-là. Merci d'avance pour ce que tu apportes. » Ah, merci mon petit Clément. Au plaisir d'échanger avec toi. À bientôt, Clément. Merci beaucoup, Clément. En fait, c'est un vrai sujet, ça aussi. Est-ce qu'il faut être discret avec les gens qui ne sont pas dans ce système-là ? Moi, en vrai, je pense que oui. Tant que dans la vraie vie, en tout cas. Enfin, dans la vraie vie. YouTube, c'est la vraie vie. Je suis vivant, mais je ne suis pas encore remplacé par une IA. Mais quand je croise des gens dans la vie de tous les jours qui ne me connaissent pas, jamais je leur parle de ce que je fais en investissement, de mon temps, de tout ce que vous voulez. Par contre, si la personne elle s'intéresse volontairement, bien sûr que je vais lui raconter, je vais lui expliquer, je vais lui donner plein d'infos, mais parce que ça me fait plaisir et parce qu'il y a un intérêt de la personne en face. Mais quand la personne est pas intéressée, moi je dis rien. Et c'est paradoxal parce que j'en parle à longueur de journée sur YouTube. J'ai calculé, mais je fais à peu près 10 contenus par mois, du coup, entre Une vie de liberté, entre les gentlemen investisseurs, mes vlogs et Nouveau départ. Donc ça veut dire que je sors une vidéo tous les 3 jours, quasiment. J'ai pas l'impression de faire ce rythme-là. Mais c'est bien, c'est que je suis bien organisé. Mais j'en parle à longueur de journée sur Internet d'investissement. Et donc, je pars du principe que les gens qui vont sur ma chaîne et qui restent, c'est des gens qui sont intéressés par ce que je raconte. Donc, je le mets pas dans la même chose que de rester discret dans la vraie vie. Mais par contre, pour le coup, dans la vraie vie, tant qu'on me demande rien, j'étale pas ma science, quoi, clairement. Et effectivement, je pense que si on veut durer, c'est peut-être bien, puis on peut peut-être saouler les gens qui n'en ont rien à faire. Il vaut mieux attendre que, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Si tant est que je sois un maître dans le domaine, je pense que j'ai toujours à apprendre. Vous avez compris. Victor qui me dit « Top ce petit sujet ». Dans la stratégie, on peut rajouter ne pas céder au plaisir des passifs si on n'en a pas réellement les moyens, par exemple la Lambo. Et je trouve que ton commentaire est très intéressant, mon petit Victor, et je le partage parce que vous savez, donc j'aime bien les voitures. Est-ce que j'aurais les moyens aujourd'hui de me claquer une voiture à 200 000 euros ? Oui. Est-ce que je le fais pour l'instant ? Non. Pourquoi ? Parce que non seulement j'ai 3 places pour les voitures à la maison, j'en ai une dans le garage et 2 sous le carport. Donc déjà que quand j'ai la camionnette, elle dort dehors et j'aime pas trop ça. J'aurais nulle part où la mettre pour commencer et j'ai pas envie de vendre ma Porsche parce que je l'adore, j'ai pas envie de choisir. Et même si j'avais la place, est-ce que je le ferais maintenant ? Je suis pas sûr en fait, parce que parfois il y a un réel plaisir à pouvoir faire les choses et à pas les faire. Je veux dire, parce que je sais très bien au final comment ça va se passer. Je sais que la Porsche, par exemple, c'est une voiture qui me donne énormément de plaisir. Pour parler PNL, pour ceux qui font les formations de Nouveau départ, dans ma colonne des besoins matériels, j'ai la Porsche. Mais par contre, elle ne me définit pas. C'est-à-dire que si demain je la vends, je ne vais pas me sentir dévalorisé, je ne vais pas me sentir être une moins bonne personne ou moins riche ou tout ce que vous voulez. Je ne me définis pas parce que je possède. Et ça n'a pas toujours été le cas. Dans mon ancienne rat race, à l'époque où j'avais mes jolis BMW pour aller sur mes chantiers, quand je suis repassé en Laguna, ça m'a piqué quand même. J'avais l'impression que la BM, elle me définissait quand même un peu. Aujourd'hui, j'ai pas du tout l'impression que ma Porsche ou que la Tesla me définissent. Et ce sera pareil si j'achète encore une autre voiture. Mais par contre, je sais aussi que j'ai des gros objectifs en patrimoine. Je me suis fixé des objectifs que je veux atteindre. Alors, peut-être qu'en achetant une Lamborghini, quand je vois les prix comme elles ont explosé pour certaines ces dernières années, ça me permettrait finalement d'atteindre mes objectifs. Donc il y a vraiment aussi l'aspect logistique de pas mettre une voiture de ce prix-là dehors, par exemple. Mais
je trouve qu'il y a quelque chose de cool aussi au fait de ne pas céder au plaisir des passifs, même quand on en a les moyens. Tu vois, aujourd'hui, je me filme, le téléphone avec lequel je me filme, c'est un iPhone 13. Entre-temps est sorti le 14. Entre-temps est sorti le 15. J'ai largement les moyens de changer d'iPhone tous les ans. Mais il y a un moment où, est-ce que c'est logique, même pour des enjeux, on va dire, écologiques et de consommation, même si je revendais l'ancien, il fait très bien le taf, ça fonctionne bien, ça filme très bien, tant qu'il ne me fait pas défaut, et j'attendrai pas qu'il me fasse défaut d'ailleurs au milieu d'un podcast, mais je me suis dit que je prendrais celui de l'année prochaine, parce que ça fera 3 ans, et je pense que 3 ans c'est raisonnable pour changer de téléphone, surtout quand il nous sert à tout. Moi, je sers pour filmer, pour vlogger, pour être sur Instagram, pour tout. C'est un vrai outil de travail, mais je trouve que c'est cool aussi de ne pas céder au plaisir des passifs. Alors quand on n'en a pas réellement les moyens, faut pas le faire, mais quand on en a les moyens, c'est bien d'y résister aussi parfois. Et quand tu dis aussi, tu ne dis pas les moyens, tu dis pas réellement les moyens. Parce que voilà, moi je pars du principe que si les voitures, pour moi, c'est maximum, l'ensemble des voitures, 5% du patrimoine. Donc voilà, il y a un moment où peut-être que techniquement il y a le cash pour le faire, peut-être qu'il y a les moyens, on va dire. Tu revends un appartement, tu as toujours ton cash flow, tu as l'argent là, tu te fais un plaisir, et tu montes à 10% de ton patrimoine en voiture. Techniquement, ça tient quand tu commences à avoir un patrimoine un peu sympa. Mais est-ce que c'est ça, avoir réellement les moyens ? Il faut faire attention, il y a des coûts d'entretien liés à ces véhicules, il y a plein de choses. Donc effectivement, il faut attendre le bon moment pour céder au passif, c'est clair. Après, il ne faut pas non plus trop attendre, parce que pour certaines choses, et là ça va peut-être être un peu clivant, mais par exemple pour les montres, je sais que c'est bête à dire, mais il y a des montres qui m'ont donné une grande confiance. La première Rolex que je me suis achetée, par exemple, je l'avais achetée à 5 000 €, 5 500 € exactement. Alors ça, c'est difficile aujourd'hui de trouver une Rolex dans ces prix-là. C'est une montre qui cote au moins 12 ou 13 000 € maintenant, mais je l'ai achetée en 2015. Et à cette époque, est-ce que j'avais réellement les moyens de cette montre ? J'étais dans ma construction de patrimoine. Oui, techniquement, j'avais les moyens en montant de patrimoine net, mais en montant de cash sur les comptes, j'avais pas tant de cash que ça quand j'ai acheté cette montre. Et par contre, elle m'a apporté tellement de confiance dans les milieux où j'évoluais, quand tous mes clients étaient multimillionnaires, et c'est une montre qui m'a donné de la confiance et qui m'a permis, je pense, d'avoir des chantiers que j'aurais jamais eus, d'avoir... c'est comme ça, hein, c'est la vie, mais de rentrer dans des cercles... je pourrais dire que c'est pas vrai, mais c'est vrai, de rentrer dans des cercles avec des clients où la montre, elle te sert un peu de passe, quoi. Dire, ok, c'est un gars qui... Tu peux mettre 5 000 € dans une montre, donc tu peux t'asseoir à notre table un peu. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais en tout cas, à l'époque, ça m'a permis de prendre des chantiers, donc je pense que c'était bien. Et ça peut mettre aussi un peu le feu, parfois. Je dis pas qu'il faut le faire, attention, prenez le truc que je vous dis avec des pincettes, mais s'acheter une très belle Porsche, pas quand on n'en a pas les moyens. Mais quand on n'en a pas réellement les moyens, tu vois, quand c'est un peu limite, ça peut te mettre le feu aussi. Ça peut te rappeler pourquoi tu bosses. Ça peut te rappeler pourquoi tu fais tout ça. Ça peut te récompenser. Puis ça peut aussi te donner l'envie de continuer à avancer pour garder tout ça. Donc, je dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses ou que la réponse est binaire. Je pense que un sujet à creuser. Si ça vous dit de le creuser avec moi, n'hésitez pas aussi en commentaire. C'est vraiment, cette rubrique-là, elle est vraiment pour échanger ensemble. Et on a un dernier message de Nori. Nori qui m'a dit « Podcast au top ». Je me suis dit au début, épisode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'était sans compter ta super préparation et l'analogie avec les vampires et les investisseurs. Merci à toi Nori. Totalement d'accord sur la patience et le côté froid. Il y a plein de gens qui investissent mais veulent de l'action. Les ETF c'est tranquille, mais beaucoup veulent des sensations fortes et une promesse de gain très rapide. Mais bon, le risque-reward, notre plus grande richesse, c'est notre temps parce qu'on l'a en quantité limitée, comme tu dis. Effectivement, hein, d'ailleurs, on peut rendre un petit hommage à Charlie Munger, qui est décédé à 99 ans. Charlie Munger, c'était l'associé de Warren Buffett. Je pense que Warren Buffett, Bichette, ça doit lui faire du vide quand même, quand tu as passé quasiment 80 ans à investir avec une personne, à être avec lui tout le temps. Voilà, malgré tout, l'argent, ça n'achète pas la vie éternelle. 99 ans, je pense que c'est un beau score quand même pour Charlie. Et Charlie Munger et Warren Buffett partageaient la même analyse en disant que investir, c'est pas sexy. Voilà, investir, c'est tous les mois.
c'est tous les jours être un peu sur le bon coin, c'est toutes les semaines aller un peu en visite, c'est tous les mois faire quelques offres, c'est tous les mois faire son DCA, c'est tous les mois, quand on est entrepreneur, par exemple, chercher un nouveau produit à vendre ou une nouvelle idée, un nouveau contenu, des nouveaux clients, c'est voilà. Et puis, vivre en dessous de ses moyens, investir le reste en espérant un gain à plus ou moins long terme. Mais voilà ce que c'est, investir. Donc effectivement, il faut de la patience. Il faut un côté froid, parce qu'en bourse, quand ça monte et que ça descend, il faut avoir le cœur bien accroché. Il faut rester, vraiment stoïque et continuer d'investir quoi qu'il arrive. Parce qu'on le voit, on a traversé des périodes longues. Hier, je regardais encore les graphes boursiers de l'indice Monde. Entre 2000, la crise financière de 2000 et vraiment 2012, la bourse, elle monte, elle descend, elle est en range market, hein. Elle ne progresse pas fondamentalement. Et donc, pour continuer d'investir coûte que coûte entre 2000 et 2012 en DCA pendant 12 ans sans s'arrêter, donc là, en range market, hein, globalement, on lisse la performance, on fait zéro, quoi, ou très peu. Et il faut avoir le cœur bien accroché, parce que se dire tous les mois je mets de l'argent et j'attends. Sauf que entre 2012 et 2020, la bourse a fait quasiment x4, donc on est récompensé derrière. Et c'est sur le long terme que ça paye. Donc il faut ce côté froid, il faut ce côté vision long terme. Et effectivement, pour ta dernière réflexion sur le temps, oui, le temps, c'est la plus grande richesse parce qu'elle est en quantité limitée. Le Bitcoin, c'est une grande richesse parce qu'il est en quantité limitée. Et l'argent, aujourd'hui, on le voit avec l'inflation énorme qu'on a, du cash sur des comptes, ça perd de la valeur tous les jours, tous les mois, tous les ans, parce qu'on en imprime en quantité illimitée. Et c'est ce qui fait que ça a beaucoup moins de valeur qu'un actif immobilier, qu'une action, qu'un ETF. Ça nous fait réfléchir tout ça, hein. Et effectivement, notre plus grande richesse, c'est le temps, parce qu'on l'a en quantité limitée. Et ça va me faire une belle transition avec le podcast de cette semaine, puisqu'on va parler d'une personne qui a une vie plutôt courte, mais qui m'a beaucoup inspiré. Et cette personne, c'est Paul Walker. Vous l'avez vu à la miniature du podcast. Cette semaine, on va rendre hommage à Paul Walker et on va en parler, on va en profiter pour tirer des leçons un petit peu de sa vie, un petit peu des films. Toujours un prétexte pour parler des mêmes choses, hein, vous le savez, mais ça va être un podcast très très cool, ça me faisait très envie de le faire. Et pourquoi cette semaine? Pourquoi maintenant? Pourquoi un hommage à Paul Walker maintenant? Parce que ça a fait 10 ans, le 30 novembre 2023, et c'est pile au moment où j'enregistre cet épisode. Au moment où j'enregistre, on est le 30 novembre 2023, et aujourd'hui, ça fait pile 10 ans que Paul Walker nous a quittés. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il jouait le rôle emblématique donc de Brian O'Connor dans la saga Fast and Furious, dans les 7 premiers films. Et Fast and Furious, c'est une série de films que j'aime beaucoup. Oui, j'ai pas que des qualités, hein. En amateur de voitures, j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, je vanne en disant ça parce que si allez, on va dire les 2 derniers, peut-être même les 3, c'est quand même un peu des nanars. Même en tant qu'amateur, j'avoue que le Fast and Furious 10, il y a Jason Momoa qui sauve le truc, mais c'est quand même un peu un nanar, j'avoue. Donc le but de ce podcast, ça ne sera pas de débattre sur la qualité des films, ça ne sera pas ça, mais c'est plutôt de parler de l'impact qu'ils ont eu sur ma vie à cette époque, parce que le premier Fast and Furious, il est sorti en 2001 quand j'avais 20 ans. Donc on ne peut pas avoir le même recul quand on a 20 ans sur une série de films que quand on en a 42. Et c'est vraiment ça l'idée. Il y aura un petit côté Madeleine de Proust, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de mes auditeurs qui ont aimé ces films et qui ont ce côté aussi Madeleine. Et bien entendu, vous le savez, ça sera un prétexte pour parler de tous nos sujets favoris. Donc, pour ceux qui n'aiment pas Fast and Furious, attendez, ne vous sauvez pas tout de suite. Et donc moi, cette série de films, pour en reparler, c'est une série de films qui m'a aidé vraiment, pour le coup, à m'évader. Et c'est vraiment rien de le dire. Mais à un moment où c'était compliqué pour moi dans ma vie, déjà quand le premier Fast and Furious est sorti en 2001, j'étais dans des études en licence maîtrise où ça me plaisait pas vraiment, j'étais en plasturgie. Je voulais devenir ingénieur et l'école d'ingénieur m'avait pas pris. Donc j'étais un peu dans cette sorte de voie de garage en attendant, enfin pas voie de garage, mais
Mes profs de maîtrise et de licence seraient contents s'ils m'entendaient dire ça. Mais dans quelque chose que je n'avais pas choisi, en tout cas, parce que c'était une très bonne formation avec des très bons profs, c'est pas du tout ce que je veux dire, et je le pense sincèrement. Mais pour moi, en tout cas, c'était pas ce que je voulais faire. Et je voulais devenir ingénieur. Et après, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai repris un coup de pied au cul parce que j'ai pris la 4e et la 5e année. Et ça a été pour moi très difficile et un énorme coup de pied au cul. Donc, ça n'a pas été évident. Ces films-là, à l'époque, je me rappelle quand j'ai vu le premier Fast and Furious en 2021, il m'avait fait énormément de bien, en fait. Ça me permettait vraiment de m'évader. Et voilà, et vous le savez, j'ai eu derrière une belle rat race de 2007 à 2018. Et je sais que chaque sortie d'un film Fast and Furious, ça me faisait du bien parce que c'était pour moi vraiment un moment d'évasion, en fait. Et j'avais l'impression, au travers de ces films, de pouvoir faire des choses que, à l'époque, je pensais jamais pouvoir faire, quoi. Voir des voitures d'exception que je pourrais jamais avoir. On parlait des voitures tout à l'heure. À l'époque, j'avais pas encore les moyens pour avoir des voitures de 500 chevaux. Maintenant, j'en ai une qui fait 400 chevaux et une qui fait 500, mais c'est la Tesla la plus puissante, hein. Mais c'est trop cool. Et quand je vois mes rêves aujourd'hui et les bureaux de rêve qu'on va se construire, je me dis que c'est pas anodin et que ces films-là, quelque part, ils m'ont vraiment inspiré. Et aujourd'hui, plus j'avance et plus je peux réaliser de choses, plus je peux réaliser mes rêves. Mais à l'époque, pour le coup, c'était vraiment différent. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais j'ai eu mon permis de construire pour nos bureaux de rêve. J'en ai beaucoup parlé sur le podcast privé. On verra ce que ça donne, hein. C'est un très long feuilleton, cette histoire, mais j'ai eu enfin mon permis de construire. Et voilà, l'idée, alors, il peut y avoir encore des péripéties, hein. Il y a des délais de recours, il y a plein de choses. Mais si ça ne se faisait pas, un jour ça se fera. Mais voilà, c'est pour un permis pour construire des cellules artisanales de 200 mètres carrés. Et mon idée et notre envie avec Ben, c'est d'avoir nos bureaux dans une cellule artisanale de 200 mètres carrés où on peut se faire des bureaux en mezzanine incroyables et en bas, carré, des voitures. Et au final, je me suis rendu compte que nos bureaux de rêve, ils ressemblent au QG de Dom dans Fast and Furious et toute son équipe dans Fast and Furious 5. C'est à peu près ça, mes bureaux de rêve, si vous voulez. Et voilà, et au final, j'ai envie de travailler autour des voitures en étant pas garagiste ou vendeur de voitures, mais en étant investisseur et marchand de biens. Et c'est des choses que aujourd'hui on s'autorise, qui nous paraissent normales. Je le disais un peu comme dans le repère de Fast and Furious 5. Et c'est dire, je pense, l'impact inconscient que ces films ont eu sur moi pour avoir ce genre d'envie-là. Alors, je ne suis pas le premier à le faire, mais je pense que pour tous les gens qui l'ont fait, ils ont eu aussi, quelque part, d'une certaine façon, l'impact de ces films. Et déjà, donc, je le disais, j'avais adoré Fast and Furious 1 à sa sortie en 2001 quand j'étais étudiant. Et j'avais pris une grosse claque. Et je le disais tout à l'heure, je me souviens que je bossais énormément dans mes études. Et il faut remettre ça dans le contexte, hein. C'était un monde où les téléphones étaient monochromes. Voilà, il n'y avait pas Internet dessus, hein, ça servait juste à téléphoner. C'était un monde sans les smartphones. C'était un monde sans YouTube. C'était un monde au début d'Internet. Quand on voulait voir des voitures comme ça, c'était dans des magazines. C'était d'attendre Turbo le samedi matin ou attendre Fast and Furious. Donc pour moi, c'était clairement un moment d'évasion et je voyais des voitures que je pouvais voir nulle part ailleurs. Et ça m'a suivi tout le temps. Et même dans plein d'autres moments de ma vie, je me souviens parfaitement de la sortie de Fast and Furious 7 en mai 2015 en France, donc 2 ans après la mort de Paul. Et d'ailleurs, c'est mon épisode préféré avec le 5, le 7, parce que le 7, c'est clairement un hommage à Paul Walker avec cette scène de fin qui est incroyable pour ceux qui l'ont vu. Où Dom, donc le personnage interprété par Vin Diesel, dit au revoir à Brian, le personnage interprété par Paul Walker, et leurs 2 voitures se séparent, ils se disent au revoir dans le film, et ils se disent aussi au revoir dans la vie, puisque Paul était décédé, et je m'en souviens que je l'ai maté au ciné, et j'avais adoré, c'était quelques mois avant ma séparation, un peu avant mon second burn-out, j'étais vraiment dans l'œil du cyclone. Et à cette époque, dans ma vie personnelle, c'était vraiment une souffrance, c'était vraiment de la merde. Voilà. Ça, dans le boulot, c'était compliqué. Je me battais pour mon indépendance financière.
Et je me souviens clairement que j'avais attendu ce film avec impatience pour souffler un coup, en fait. Voilà. Et ça fait clairement partie aujourd'hui de mes films un peu doudou, quoi. C'est un peu ma Madeleine de Proust, je vous le disais tout à l'heure. Et maintenant, c'est trop cool parce que j'ai fait découvrir ces films à mes enfants, donc ils les ont tous vus, même le 10 au cinéma. Et mes filles sont fans aussi. Je trouve ça génial de pouvoir aussi partager ça avec elles. Et donc, pour en revenir à un des deux héros du film avec Vin Diesel, à Paul Walker, c'est un acteur que j'aimais beaucoup, et pas que dans Fast and Furious. Paul Walker, c'était un sportif, ça me parle. Il était passionné par l'océan, il était passionné par la nature. C'est des choses qui peuvent paraître en opposition avec les voitures, maintenant qu'on parle de pollution, des choses comme ça, mais c'était pas du tout le cas. Moi, je pense qu'on peut être clairement passionné des deux. C'est une question de dosage aussi. Mais voilà, il était passionné, bien entendu, de voiture. Il était papa d'une fille de 15 ans au moment de sa mort. Et moi, je m'identifiais beaucoup à lui. Et je trouve que, pour moi, pour un mec de campagne un peu, c'était vraiment un héros dans lequel on pouvait se reconnaître. Parce que en 2001, à l'époque, les héros, c'était ou des super-héros, ou des rappeurs américains ultra bling-bling, en tout cas, la culture MTV et tout. Et là, avec Paul Walker, c'était un mec normal, en fait. Dans le premier film, on voit le premier film n'est pas tendre avec lui. Au début, c'est un flic infiltré, il trahit Dom, à la fin, il se repentit. Et c'est vraiment le mec normal en jean, quoi, avec des Vans ou des Converse, qui est simple et par contre qui défonçait tout en pilotage. Et pour moi, c'était vraiment facile, je trouve, de s'identifier à lui. C'était plus facile que de s'identifier à Vin Diesel, qui était déjà plus âgé, hyper costaud. Donc, c'était plus simple pour moi à cette époque. Et quand j'ai appris sa mort, justement, il y a 10 ans, aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, je me souviens parfaitement où j'étais quand j'ai appris la mort de Paul Walker. Donc imaginez-vous, on est en 2013, une rat race de folie, et le midi, je mangeais dans un resto sur la route de mes chantiers, en solo, le plus souvent, comme d'hab, et je prends mon iPhone 5S à l'époque, comme je le fais tous les midis, pour me divertir, donc aller où je regardais pas de vidéos à cette époque, mais pas au resto, mais je lisais un peu des articles, et là, dans les annonces Google, je tombe sur cette news, quoi, que Paul Walker s'est tué, et ça m'a rendu trop triste. Donc il s'est tué en passager, pour ceux qui ne le savent pas, d'une Porsche Carrera GT, vraiment une voiture d'exception. Cette voiture, on l'appelait la faiseuse de veuve, parce qu'apparemment c'est une voiture qui était très dure à conduire. C'est une voiture qui vaut plusieurs millions d'euros, donc j'en ai jamais approché de ma vie, mais c'est une voiture incroyable. Et c'est son ami qui conduisait, et il a perdu le contrôle à 160 km/h, et il a percuté un arbre et un lampadaire en béton. Et donc, il serait décédé plus ou moins sur le coup, quoi. Mais voilà, la voiture a brûlé, donc tout le monde est mort. Et je me souviens, quand je l'ai appris, je me souviens parfaitement où j'étais, je me souviens du resto, c'était à Cailloux-sur-Fontaine pour les gens du 6-9. Et je me souviens que j'ai eu énormément de peine à l'époque, sans finalement pouvoir l'exprimer à personne, ou presque en fait. Et c'est fou parce que c'est une personne que j'ai toujours vue derrière un écran, que je connais pas, qui me connaissait pas, qui n'était pas un proche, et pourtant, j'ai eu énormément de peine, et finalement, ça s'explique parce que quand on apprécie le travail, les films, ou les podcasts de quelqu'un, on a l'impression de le connaître, on a l'impression d'être proche de lui, et presque d'être intime, et finalement, c'est pour ça qu'on a de la peine. Et puis parfois, le décès de la personne, ça signifie aussi la fin d'une époque. Moi, rappelez-vous, le premier film avec Paul Walker, c'est 2001, c'est ma Madeleine de Proust, Fast and Furious 1. Et on sait qu'on revivra peut-être jamais plus ces moments. La première fois, on l'a regardé parce qu'on était étudiant, parce qu'on avait 20 ans. La découverte de ces films. Et surtout, on se dit, mais est-ce que la saga va continuer aussi Alors forcément, sans lui, ce sera jamais pareil, mais on a ces choses qui nous viennent. Et ça nous rappelle la découverte des films, l'époque à laquelle on les a découverts, l'époque, ce qu'elle symbolisait pour nous. Et finalement, c'est un peu tout ça qui meurt. Donc clairement, c'était pas un proche, je connaissais pas, mais la douleur, la peine, et peut-être même le deuil qu'il y a à faire après, sont clairement réels. Et j'ai d'ailleurs eu une expérience étrange ce jour-là.
Ou à l'époque, j'avais pas les outils pour débriefer ce genre de situation, mais en rentrant au bureau, j'ai un de mes collaborateurs de l'époque qui m'avait dit « Ah, t'as vu ton héros là, il s'est éclaté contre un mur, il est mort !» Je me souviens plus exactement de ma réaction de l'époque, mais ça a dû être quelque chose du genre T'es vraiment débile !» Et voilà, puis d'aller dans mon bureau et ce collaborateur de l'époque qui m'avait dit « Ah, tu vas quand même pas chialer pour un mec de la télé !» Alors, je n'étais pas en train de pleurer, mais j'étais clairement peiné. Et en fait, comme il savait que j'aimais bien ces films, c'est quelqu'un de vicieux, hein, il était même ravi de me l'apprendre, en fait. Il était ravi de me l'apprendre. Et j'avais trouvé ça désolant à l'époque. Et je m'étais senti encore plus seul, finalement, avec ça qu'on ne peut pas partager. Et oui, aujourd'hui, ça se passerait différemment avec une personne comme ça. Mais l'histoire a montré que cette personne était ce qu'on appelle un sombre connard. Donc, c'est une réaction qui n'était pas étonnante à l'époque. Ça venait d'une personne qui n'était clairement pas intéressante. Mais je me souviens quand même que ça m'avait touché parce que, voilà, parfois quand un décès concerne des personnes qui sont pas des proches, les gens ils se permettent d'ironiser dessus. Alors que la peine qu'on ressent, elle peut être vraiment réelle pour le coup. Alors bien sûr, c'est pas comparable à un membre de son entourage proche. Mais il suffit de voir l'émotion nationale quand Johnny Hallyday est décédé pour comprendre ça. C'est simple à comprendre finalement. Et donc, comme vous l'aurez compris, j'aimais bien Paul Walker. Et pour les 10 ans de sa mort, j'ai eu envie de lui rendre un hommage. Et je vous propose donc de se replonger ensemble dans tout cet univers. Et j'en ai tiré 7 leçons que nous ont laissées la saga Fast and Furious en héritage et aussi la vie de Paul Walker. 7 leçons qui peuvent nous inspirer. Et on va commencer par la première leçon, la famille. Et oui, on va l'introduire par une citation de Dom, le personnage joué par Vin Diesel. « Je n'ai pas d'amis, je n'ai qu'une famille. » Et oui, le plus important, c'est la famille dans Fast and Furious. Et en effet, c'est peut-être la chose la plus emblématique de Fast and Furious qui nous reste en tête, vu comme l'importance de la famille, elle est soulignée dans chaque film. Et d'ailleurs, il y a des mèmes qui sont hilarants à ce sujet sur Internet où... Il y a le personnage de Kevin McAllister de Maman, j'ai raté l'avion qui dit « Je veux pas de famille, c'est nul, une famille ». Et en dessous, on a Vin Diesel avec un fusil à pompe qui comprend pas. Donc il y a plein de mèmes qui sont ouf sur le sujet, sur le net, je vous laisserai chercher. Mais oui, moi, c'est une des leçons en tout cas que je retiens, que la famille est une des choses les plus importantes dans la vie. Et c'est une chose dont je suis convaincu. Et pour moi, c'est facile d'en parler parce que j'ai toujours travaillé en famille, donc au sens de ma famille biologique. Avant, je travaillais avec mon père, ma tante, mes oncles, mon cousin. Et j'ai adoré faire ça. Et j'adore toujours le faire. Aujourd'hui, je travaille toujours en famille. Mon associé principal, c'est Ben, c'est mon cousin germain. Parce qu'en famille, on peut compter les uns sur les autres. On sait qu'on peut se faire confiance parce que quelque part, il y a ce lien d'amour inconditionnel qu'on a entre nous et qui fait que on peut tout se dire sans pour autant avoir peur de détruire la relation. On sait que on peut être franc, on a une relation qui est forte, donc elle sert de socle en fait aux relations. Et même si c'est pas toujours vrai, hein, et c'est ce que j'ai appris aussi à mes dépens par le passé, avec de la famille un peu plus éloignée, un peu plus pièce rapportée avec qui j'ai travaillé, où ça s'est pas très bien passé, et où je pensais pouvoir compter sur la personne parce que j'appliquais les mêmes valeurs de loyauté, et j'ai été très déçu. Et donc c'est aussi ça, le pouvoir que nous enseigne la saga Fast and Furious, c'est que la famille, c'est la famille biologique aussi, mais c'est aussi et surtout la famille qu'on a choisie, et c'est ça qui est important. Et parce que dans Fast and Furious, c'est une famille, et c'est pas qu'une famille biologique, c'est une famille de gens qui se sont choisis, qui s'apprécient, qui se sont reconnus comme tels, en fait, entre eux, entre membres de cette famille qu'ils ont eu envie de construire ensemble. Et quand je vois aujourd'hui les personnes qui m'entourent dans mes activités quotidiennes, que ce soit Yann ou Fab, c'est la famille, c'est aussi la famille. Et je crois que finalement, c'est surtout une histoire de loyauté, avant tout. Et le film, il nous rappelle justement que la loyauté envers ceux qu'on aime, c'est juste une chose primordiale. La famille, notre entourage proche, quand il est bienveillant, il nous tire vers le haut, il nous transcende, et il permet même de faire ressortir ce qu'on a de meilleur au fond de nous. Et c'est souvent ce qui se passe dans le film. Plusieurs fois, les personnages qui sont de familles biologiques pour certains, mais surtout de familles choisies, ils font face à des situations ou à des adversaires où toutes les chances sont contre eux
alors c'est un film bien sûr, mais avec la foi en soi et le soutien de la famille, même dans les moments de doute, ils parviennent à triompher. Et je trouve que au-delà de ça, le plus beau message de cette saga, c'est que c'est des valeurs qui vont au-delà de l'écran, au-delà des films. Paul, il était très proche de sa fille, Mido, et il parlait souvent de l'importance de la famille aussi dans sa vie. Et quand il est décédé, le choc de sa disparition hyper soudaine, ça a été tout de suite une mort accidentelle, ça a créé un élan énorme de générosité et d'amour inattendu. Et immédiatement après l'accident, les acteurs principaux du film, ils sont venus de partout pour s'installer chez la mère de Paul pour quelques jours. Et ils ont tous pris l'avion pour rejoindre la famille de Paul. Et je trouve que c'est d'autant plus beau de voir que ces valeurs, elles sont prônées dans le film, mais elles vont au-delà de ce qu'on peut voir à l'écran. Et ça, je trouve que c'est hyper inspirant. Et c'est aussi pour ça que ça nous inspire. Et d'ailleurs, la fille de Paul a fait une apparition dans Fast and Furious 10. Dans l'avion, elle fait une hôtesse de l'air. Donc comme quoi, l'histoire continue vraiment. La leçon numéro 2 de Fast and Furious que j'ai retenue, c'est croire en ses rêves. Et ça, c'est une leçon qui est hyper importante pour moi. Parce qu'une des leçons de ces films, c'est qu'en fait, rien n'est impossible. Et ce qu'il faut, c'est avoir la foi, quoi. Vraiment avoir la foi que c'est possible. Et c'est un peu clairement aussi ce que j'ai ressenti dans ma vie. Et au fond de moi, j'ai toujours eu cette certitude, ça peut paraître présomptueux, mais j'ai toujours eu cette certitude que je parviendrais à réaliser mes rêves. Et aujourd'hui, je ne les ai pas tous réalisés, mais j'en ai encore beaucoup en tête. J'en ai que je vais entreprendre quand mes enfants sont partis de la maison, parce que pour l'instant, ma priorité, c'est mes enfants. Mais quand ils seront grands, j'ai d'autres rêves que je veux accomplir. Des rêves un peu fous pour certains. Mais c'est drôle, j'ai la conviction que j'y arriverai, quoi qu'il arrive. Je le sais. Et même quand c'était difficile, que je ne savais pas par quels moyens j'allais y arriver, même au fond, je savais que j'y arriverais. Et c'est aussi comme ça, selon moi, qu'on active la loi de l'attraction. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a la formation qui sort dans 3 jours. Mais c'est comme ça, selon moi, qu'on active la loi de l'attraction. Ça fait partie des conditions et qu'on explique dans la formation, blague à part. C'est qu'il faut avoir cette conviction profonde et sincère, faut pas douter, mais qu'un jour on y arrivera. Alors bien sûr, ça dispense pas de se mettre au travail, il faut pas faire une prière au dieu argent ou au dieu rêve pour qu'ils arrivent. Il faut y aller, il faut avancer, il faut j'aime pas dire se battre, parce que pour moi la vie c'est pas une lutte, c'est du plaisir, mais il faut en tout cas faire une vraie priorité de ses rêves. Et quand on avance sur le chemin avec le travail, l'envie et l'amour de ce qu'on fait, mais les finances, elles suivent toujours pour réaliser les rêves. Et justement, je pense à la scène de Fast and Furious 5, quand ils pètent les coffres de Reyes et qu'ils récupèrent tout l'argent et qu'ils vivent leur meilleure vie. Vous avez tous la scène, c'est avec Kuduro derrière, où Ludacris, il ouvre le coffre-fort et il y a tout l'argent qui arrive, et où on voit qu'ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent. Et ils ont réalisé leur rêve en volant l'oseille d'un méchant, mais bon, la scène où on les voit réaliser tous leurs rêves, pour moi, elle est jouissive, quoi. Que ce soit s'offrir des super voitures, ou même juste profiter de la vie avec une vie simple sous les palmiers, suivant ce que fait chaque personnage. Mais ça fait du bien à voir. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait fait rêver de fou. Et quand j'ai besoin de rêver, je me remets juste le petit clip sur YouTube avec la chanson. Et je kiffe, quoi. Je kiffe de les voir se payer des super caisses, être sous les tropiques. Et voilà, et ça m'avait donné moi aussi envie dans ma vie de faire sauter la banque. Alors clairement, je ne suis pas au niveau des 2 Koenigsegg qui valent plusieurs millions à la fin du film. Non, j'aimerais bien, mais pas encore. Je dis pas jamais, je dis pas encore. Mais voilà, depuis que j'ai quitté la rat race, j'ai eu des belles voitures. J'ai aussi eu ma part de tropique. Je suis allé plusieurs fois en Martinique et en Guadeloupe, sous les palmiers. Et donc, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc voilà, j'avais envie d'insister sur cette belle leçon, croire en ses rêves. Elle est importante. La leçon numéro 3 que j'ai retenue de Fast and Furious, c'est vivre le moment présent. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi primordial dans les films. Et on va aussi l'introduire par une belle citation de Dom que vous connaissez tous. « Je ne vis que pour les 400 mètres d'une course. Tout le reste m'est égal. Car pendant ces 10 secondes, je suis libre. » Ah, c'est magnifique. Et donc, dans toute la saga, dans les films, les courses, les cascades, les moments intenses, ça nous rappelle à chaque fois
qu'il faut saisir l'instant présent. Et ça nous rappelle qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Alors, ça paraît rien de le dire, hein. C'est facile. Aujourd'hui, c'est presque des lieux communs de dire ça. Et est-ce que les gens se rendent vraiment compte de ce qu'il y a derrière? C'est si bête, hein. Et pourtant, la réalité, et finalement la mort de Paul, ça nous rappelle que la vie, elle peut s'arrêter à tout moment. Un peu comme la métaphore du sablier avec la vie qui s'écoule. D'ailleurs, je l'attends, hein, mon sablier, mais il y aura un sablier dans mon décor de podcast. Et je pense même un sablier avec un petit mouchoir sur la partie supérieure, parce que c'est ça la métaphore du sablier. On voit le temps qui s'écoule, on voit ce qu'il y a en bas, on voit le temps qui est passé. Moi, il y a bientôt 42 ans qui seront passés. Par contre, ce qui reste dans le haut du sablier, je n'en sais rien. Et le 30 novembre 2013, le sablier de Paul, il s'est cassé. Et ça nous montre que ça peut s'arrêter à tout moment. Ce sablier, il a toujours un mouchoir sur la partie supérieure. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc ça fera partie aussi de mon décor. Et c'est pour ça qu'il faut vivre pleinement, parce qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. On ne sait pas. Et Paul, il était connu pour sa passion pour la vie, qu'il s'agisse de sa carrière d'acteur, de sa passion pour les voitures de sport, de son rôle de père de famille, de ses aventures avec ses associations pour aider les gens. Et il avait tout. Il avait la jeunesse. Oui, à 40 ans, il avait encore la jeunesse. Taisez-vous. Il avait le succès, il avait l'argent, il avait la vie devant lui, et il est mort à 40 ans. Et d'ailleurs, c'est une chose qui m'a frappé, c'est que je vais bientôt avoir 42 ans, mais j'ai 41 ans, et moi, c'est quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi, et aujourd'hui, je suis plus vieux que lui. Et je suis plus vieux qu'il ne le sera jamais. Et c'est quelque chose qui m'a marqué aussi de me rendre compte de ça. Et voilà, c'est aussi ce que sa mort prématurée, sa mort tragique nous rappelle, que la vie, elle est imprévisible, et que c'est essentiel, c'est mon cri du cœur vraiment depuis 4 ans sur Une vie de liberté, mais c'est essentiel de la vivre au maximum chaque jour. Et surtout pas de la gâcher à avoir peur, à faire des choses qui vous plaisent pas, dans des tafs qui vous plaisent pas, où tous les jours vous y allez à reculons. Ça peut durer 1 an, ça, 2 ans, mais faites pas comme moi, faites pas ça pendant 12 ans, c'est trop court. Et même une sécurité d'un salaire, ça ne nous garantit pas l'issue de la vie. On ne sait pas quand elle prendra fin. Et voilà, la mort de Paul, je trouve qu'elle nous inspire à vivre notre vie pour de vrai, et en faisant chaque jour des choses qui ont du sens pour nous. Voilà ma leçon 3. Leçon numéro 4 de Fast and Furious, le pouvoir de la collaboration. Et on le voit, hein, ça, il n'y a pas de Fast and Furious sans collaboration. Dans tous les films, tous les personnages de la saga, ils ont des origines différentes, ils viennent de pays différents, de milieux différents, ils ont des compétences différentes. Et en fait, pris séparément, ils ne sont pas capables de tout. Mais ensemble, ils sont imbattables en fait, parce qu'ils sont tous complémentaires. Il y a la fille qui est hacker, il y a le gars qui pilote super bien, il y a le gars qui sait se déguiser, il y a le tchatcheur, il y a vraiment tous les personnages pris isolément. Ils n'ont pas des compétences parfois qui, pour certains... Je pense à Roman Pierce, qui est joué par Tyrese Gibson. À part faire le mariole, c'est un bon pilote quand même, mais à part faire le mariole et faire diversion, parfois il ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, il me fait énormément rire, et je trouve que ce personnage, il est aussi incroyable. À chaque fois, franchement, je me poile et je kiffe trop. Mais donc voilà, pris séparément, leur succès n'est pas une évidence, mais ensemble, ils sont imbattables, ils se complètent mutuellement, et ils renforcent le groupe dans son ensemble. Et c'est une chose dont je me suis rendu compte dans la vie, c'est que seul, on va vite, et ensemble, on va plus loin. Et je l'ai dit à la soirée des Gentlemen Investisseurs, pour ceux qui étaient là en intro, c'est que j'ai eu tellement d'années de rat race, de 2007 à 2018, et avec des clients compliqués, avec parfois des salariés compliqués, et voilà, du compliqué sur du compliqué. À la fin, je pensais vraiment que je détestais les gens, et que j'avais envie de vivre seul, en fait, de faire rentier, de vivre seul, et même de pousser le curseur jusqu'au bout, même plus avoir de locataire en fait, avoir que des ETF sur un compte et vivre sur une île déserte ou dans une cabane dans les montagnes. J'en étais pratiquement jusque-là, quoi. Je voulais juste être rentier, et je pense que ce que j'avais besoin, c'était surtout de repos, hein. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on pouvait pas avancer seul en fait. Et c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, j'ai toujours pas de salariés, mais j'ai des associés, j'ai des collaborateurs de grande valeur, et c'est indispensable pour réussir. Et j'ai surtout une communauté incroyable avec vous tous, et c'est ce que j'ai dit sur la scène des Gentlemen.
Ça fait 4 ans qu'on partage énormément de contenu, que ce soit sur les gentlemen, que ce soit sur Une vie de liberté, maintenant sur Nouveau départ, dans les masterminds, dans tout, qu'on partage énormément. Et pour quelqu'un qui pensait haïr les gens, je trouve que je me débrouille pas trop mal, donc je suis content de m'être réconcilié avec mes semblables et j'en suis très très heureux. Mais voilà, aujourd'hui, s'entourer de gens, de collaborateurs de grande valeur, c'est indispensable pour réussir. Sans mon petit Luc pour faire les montages, je ne pourrais jamais tout faire et je serais foutu. Et il m'aide bien au-delà de ça. Sans Marine qui m'aide pour Instagram, je ne pourrais pas m'en occuper. Et bien entendu, hein, sans Ben, sans Yann, sans Fabien, j'aurais rien construit de tout ce que je vis aujourd'hui. Et sans vous tous, la communauté qui écoute ces podcasts, je serais juste un mec qui se filme dans son bureau, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon numéro 4, le pouvoir de la collaboration ? C'est que finalement, la diversité, c'est la clé. On est tous différents. Ce qu'il faut, c'est pas être supplémentaire, mais complémentaire. On a tous nos spécificités, nos domaines de prédilection. Et quand on se met ensemble, c'est ça qui fait notre force. Leçon numéro 5. On peut toujours avoir une seconde chance. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial dans Fast and Furious. Parfois, c'est aussi un peu tiré par les cheveux, mais des personnages qu'on croyait morts reviennent. Des personnages qui étaient méchants deviennent gentils. Je pense à Jason Statham. C'est ouf, quoi. Et ça reste quand même inspirant parce que voilà, il y a plein de personnages qui ont eu droit ou à des redémarrages ou à des chances de se racheter. Et dans la vraie vie, c'est crucial de chercher des secondes chances et pas forcément de donner des secondes chances aux autres. Je parle aussi beaucoup de se donner des secondes chances à soi. Et c'est une vraie leçon. Combien d'investisseurs je vois qui sont résignés dans la vie, qui après un mauvais investissement, ils se condamnent à ne plus rien faire. Alors que finalement, chaque nouvelle journée qu'on a devant soi, c'est une opportunité de faire mieux. J'avais fait d'ailleurs tout un podcast sur l'art de la seconde chance dans la vie. D'ailleurs, je pense que c'est un podcast qui a au moins 2 ans à 3 ans, mais vous pouvez aller le réécouter. Il est toujours d'actualité. Et en effet, dans la vie, si on s'arrête sur un échec, tout s'arrête. Et la vie, l'entrepreneuriat, c'est justement échouer et ne jamais s'arrêter, toujours se relever. C'est Churchill qui disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Eh bien oui, c'est ça être entrepreneur. Et moi, quand j'ai remis toute ma carrière professionnelle en question, à 37 ans, avec 2 enfants, rien n'était gagné d'avance. Et j'aurais pu me condamner à mes choix du passé pour la vie, à me dire, voilà, t'as choisi ce boulot, tu restes dedans, tu le fais. Mais j'ai décidé de m'offrir une seconde chance d'avoir cette vie dont je rêvais. Et ça, c'est même vrai aussi avec la PNL, grâce à la PNL. Combien de fois j'ai essayé de parler à des gens en me heurtant à un mur, en me disant que j'arriverais jamais à faire passer mon message ou à les convaincre ou à leur exprimer clairement mon point de vue. Et en retravaillant ce que je voulais leur dire seul, en étant plus au contact de mes émotions, de mon ressenti, forcément mon discours il devenait plus fluide et j'étais beaucoup plus éloquent. Et en retournant les voir, même si je m'étais raté 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai réussi à faire passer mes idées alors que pour moi, tout était perdu. Comme quoi, on a toujours une seconde chance d'y arriver. Et personnellement, je pense qu'on a toujours une seconde chance d'être heureux. Donc voilà, je pense que c'est une des belles leçons de la saga Fast and Furious. La leçon numéro 6. Défiez-vous constamment. Et dans Fast and Furious, que ce soit à travers les courses ou les défis personnels, toute la saga, elle nous montre aussi cette importance de repousser ses limites, cette importance de se lancer des défis et d'aller les relever. Et voilà, dans la vie, on a parfois des défis aussi qui nous tombent dessus, auxquels il faut faire face. Il y a des fois dans le film, les héros, ils n'ont pas choisi ce qui leur arrivait et ils doivent faire face. Et puis il y a aussi des défis qu'on choisit, des défis qu'on choisit de relever pour avancer vers ses rêves. Et dans tous les cas, quoi qu'il en soit, le progrès dans la vie, je pense qu'il se situe toujours en dehors de notre zone de confort. Dès que quelque chose nous fait peur, il faut aller vers ça. Je le disais encore à ma fille il n'y a pas longtemps, le travail élimine la peur. Quand on a peur de quelque chose, peur de se rater, travailler plus parfois, on s'améliore et ça élimine la peur. Moi avant, j'avais parfois de l'appréhension avant d'enregistrer un podcast. Aujourd'hui, après je ne sais pas combien, 400, 500 podcasts peut-être, c'est la routine. J'ai toujours une appréhension
qui est plus technique qu'autre chose parce que il faut régler un micro, une caméra, il faut tout synchroniser. C'est plus de ce point de vue-là. Mais sinon, j'ai plus du plaisir que de l'appréhension, en tout cas. Et ça, je trouve que c'est important. Et je sais que moi, j'ai toujours besoin d'apprendre, de comprendre des nouveaux domaines, quitte à échouer, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et donc, l'éducation, elle nous montre que échouer, c'est mal aussi. Parce que dès qu'on va avoir une mauvaise note, on va nous montrer que c'est pas bien. Mais je pense que c'est plutôt toujours une opportunité d'apprendre, une opportunité de faire différemment, une opportunité de faire même mieux l'échec. À chaque fois, ça nous remet en question. Et on pourrait résumer ça aussi par une autre citation de Dom. On n'astique pas un moteur sans soulever le capot. Elle est pas mal celle-ci. Elle est un peu tirée par les cheveux, mais si vous n'ouvrez pas la porte à la vie en grand, si vous soulevez pas le capot, vous n'en tirerez jamais les bénéfices comme il se doit. Et en faisant ça, justement, en se défiant constamment, on s'enrichit pas seulement d'argent ou de biens matériels, mais on va s'enrichir en expérience, en souvenirs, dans des moments de dépassement de soi. C'est toujours dans les moments d'émotion qu'on passe les meilleurs moments. Pourquoi quand on va en mastermind parapente, en mastermind surf, en mastermind karting, ça lie des liens aussi forts entre nous? C'est parce qu'on vit des émotions. On vit des émotions de course, on vit des émotions dans le ciel. C'est ça qui fait que on se dépasse et que ça nous fait du bien. Parce que, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Quand on a un objectif, le chemin est au moins aussi important que le but. Le bonheur, c'est le chemin, ne l'oubliez pas. Donc, défiez-vous constamment. Et je vous propose que nous passions à la dernière leçon de ce podcast, la leçon numéro 7, la dernière leçon de ce podcast spécial Fast and Furious et hommage à Paul Walker. Cette leçon, c'est ce que nous allons laisser de plus grand que nous. Un peu obscur comme ça, mais vous allez comprendre. Et je vais introduire cette dernière leçon avec une citation de Dom. Encore une dernière. Une route, c'est le meilleur endroit pour réfléchir. Te rappeler d'où tu viens, savoir où tu vas. Et c'est une citation qui me parle beaucoup, sachant que, à mon époque des travaux publics, je roulais environ 90 000 km par an et que justement, j'avais donc beaucoup de temps sur la route et que je réfléchissais beaucoup sur la route. Et c'est même là que j'ai établi la plupart de mes plans pour quitter la rat race, pour investir, pour changer de vie à l'époque. Et encore aujourd'hui, j'adore tourner des vlogs en voiture, j'adore rouler parfois pour rien, juste pour réfléchir en voiture. Et je vais réfléchir sur le sens que je vais donner à ma vie et aussi sur ce que je vais laisser derrière moi quand je ne serai plus là. Et donc pour aller encore plus loin là-dedans, la scène finale de Fast and Furious 7, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment un hommage touchant à Paul Walker où on a la voiture qui est conduite par Dom Toretto, le personnage joué par Vin Diesel, et celle conduite par Brian O'Connor, le personnage joué par Paul Walker, qui roulent sur cette route justement, et leurs chemins se séparent. Ils prennent chacun une route différente. C'est un hommage touchant cette scène, et ça nous rappelle que il faut chérir les souvenirs de ceux qu'on a perdus. Il faut continuer à vivre en leur honneur, et il faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a de les avoir connus, d'avoir été leurs contemporains, d'avoir pu les connaître. Et je vais faire un point avec la PNL parce que vous allez voir où je veux en venir, mais en PNL, on apprend que nos besoins ils sont répartis en 5 colonnes. Des besoins matériels, des besoins relationnels. Je ne vais pas tous les faire, mais la 4e de ces colonnes, c'est celle qu'on appelle la colonne des besoins spirituels. Et c'est une colonne qui reste parfois vide pour certains, au premier abord. C'est une colonne qui laisse souvent perplexe. On peut y mettre la religion, par exemple, dans cette colonne, pour certains. Pour d'autres, on peut y mettre la loi de l'attraction, la croyance en l'univers, on peut aussi mettre la méditation. Moi, pour résumer, je dis souvent que c'est la colonne du besoin de croire en quelque chose de plus grand que soi. Et Fab, lui, il dit que dans cette colonne, on va mettre ce qu'on veut laisser de son passage sur Terre. Et là, vous voyez où je veux en venir avec cette leçon numéro 7. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous ? Et cette scène finale, ainsi que le fait qu'on se rappelle de Paul 10 ans après sa mort, le fait que la saga elle est continuée, elle lui a survécu, tout ça, ça résonne beaucoup en moi avec ce besoin spirituel. Qu'est-ce que je vais laisser de mon passage sur Terre ? Et on voit à quel point cette question, elle est importante, quoi.
Et aujourd'hui, Paul, il continue de vivre au travers de l'héritage qu'il a laissé. Et dans ces cas-là, c'est pas un héritage qui est que financier, c'est très inspirant. Il avait créé sa propre association caritative qui s'appelle Reach Out Worldwide. Et le but de cette association, c'est d'apporter de l'aide humanitaire aux victimes de catastrophes. Et cette association, elle continue clairement de vivre. Depuis la mort de son père, sa fille Mido, elle a créé la fondation Paul Walker. Elle vise à protéger la faune, à protéger les océans. Donc, sa passion pour la nature, pour les océans, elle continue. Et puis, il y a bien sûr tous les films qui lui ont survécu et qui continuent de faire rêver les petits et les grands. Alors que ma plus jeune fille, qui est fan de ces films, elle avait seulement 3 ans au moment du décès de Paul. Donc moi, je trouve ça beau. Ça nous pousse à réfléchir. Ça nous pousse à nous rendre compte que notre vie, elle est courte. Elle est fragile. Et c'est pour ça qu'elle est si précieuse. Ça nous pousse à intégrer que voilà, il faut la vivre pleinement parce que qu'est-ce qu'on va laisser de nous sur Terre ? Moi, quand je dis à mes filles plus tard, il faudra vivre libre, il y a quelques années, c'est déjà ce que je leur disais. Mais moi, je vivais emprisonné. Je ne pouvais pas les inspirer avec la vie que je vivais. Aujourd'hui, je vis vraiment libre, je fais mes choix, je suis maître de mon destin et c'est ça que je montre à mes filles comme exemple. Et elles aussi, aujourd'hui, elles ont des grands rêves. Et je me dis, quelle meilleure façon de les inspirer que d'être soi-même sa propre inspiration. Et voilà, plutôt que des biens matériels, du patrimoine, parce qu'on parle beaucoup de patrimoine sur ce podcast. Et je suis investisseur, on parle beaucoup de patrimoine. Mais qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ? Et voilà, aujourd'hui, c'est tous les choix que j'ai faits quand je fais nouveau départ, quand je vois qu'on a eu 10 investisseurs la semaine dernière à qui on a pu tendre la main. Alors, 10 investisseurs, c'est la déformation. Quand je vois qu'on a eu 10 participants la semaine dernière, parce que c'est ouvert bien entendu à tout le monde, hein, pas que aux investisseurs, mais quand je vois qu'on a eu 10 participants la semaine dernière, à qui avec Fab, on a vraiment tendu la main pendant 2 jours pour les aider à dépasser leur peur, à vraiment vivre libre, je me dis que voilà, de proche en proche, c'est comme ça que, mine de rien, on change le monde de proche en proche, juste en se changeant soi, puis en essayant d'aider les autres. C'est comme ça qu'on leur rend le monde meilleur. Et c'est peut-être comme ça que, justement, on laisse quelque chose de plus grand que soi quand on s'en va. Pour ça que je trouvais cette dernière leçon très inspirante et que j'avais envie de la partager avec vous. Et pour conclure ce podcast, j'ai envie de vous dire qu'à l'époque de ma rat race, j'avais extrêmement peur de la mort, justement. Et je me disais, mais pas maintenant, mais c'est trop tôt. J'ai encore rien vécu, je suis en prison ici, je fais rien. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout le même rapport à la mort. Et je crois d'ailleurs que j'y pense tous les jours, mais vraiment dans le bon sens. Elle me rappelle que tout ce qu'on vit ici, c'est précieux et qu'il faut en profiter au maximum. Alors bien sûr, qu'elle survienne le plus tard possible, j'ai des enfants et je veux en profiter au maximum. Mais comme chaque jour, je fais ce que j'aime, je crois que j'en ai un peu moins peur. Et c'est peut-être aussi un peu grâce à Paul, tout ça. Paul, il est mort comme il a vécu, à fond, et en faisant ce qu'il aimait. Il était et il demeurera toujours libre. Je vous retrouve ici dans 15 jours, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day
without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last Don't ride. let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see